Imagine, tu es dans une relation, tout va bien. Puis d'un coup, un message te dérange, une parole te blesse, un comportement te stresse. Ton cœur s'emballe, ton esprit part dans tous les sens, tu réagis trop vite et tu regrettes. Ou alors, tu souffres parce que tu donnes trop, tu attends trop, tu veux contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Et tu te demandes, comment rester calme, solide, maître de moi-même, même en amour? Comment ne plus me laisser détruire par mes émotions? C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Pas la froideur, pas l'indifférence, pas le détachement toxique. Le vrai stoïcisme, la capacité à rester centré, stable, clair, même quand l'amour devient intense, compliqué ou imprévisible. Alors reste bien avec moi. On va voir comment développer le stoïcisme en amour pour aimer sans se perdre, ressentir sans se détruire et garder ton pouvoir, même dans les moments les plus difficiles. Point numéro 1. Apprendre à différencier ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. C'est comme essayer de retenir la mer avec tes mains. Tu peux pousser, lutter, paniquer. L'eau passera toujours entre tes doigts. En amour, beaucoup souffrent non pas à cause de ce qui arrive, mais à cause de ce qu'ils essaient désespérément de contrôler alors que ça ne dépend pas d'eux. Ce que tu contrôles, c'est toi. Tes réactions, ta communication, tes limites, ton attitude, ton comportement. Ce que tu ne contrôles pas, c'est l'autre. Son humeur, son passé, ses émotions, ses décisions, sa capacité à aimer, sa vitesse, son évolution. Le stoïcisme t'apprend que la paix vient du fait de laisser l'autre être ce qu'il est, sans vouloir le façonner. Quand tu lâches ce qui ne dépend pas de toi, tu reprends ton pouvoir. Tu deviens plus calme, plus centré, plus libre intérieurement. Et paradoxalement, tu deviens aussi plus attractif, car tu n'écrases plus l'autre sous la pression de tes attentes. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu te fatiguais à essayer de changer quelqu'un. Qu'il t'aime plus, qu'il réponde plus, qu'il s'engage plus, qu'il te comprenne plus. Plus tu insistais, plus ça t'épuisait. Et moins ça fonctionnait. Parce que tu étais en train de lutter contre la mer. Selon une étude publiée dans le Journal of Personality and Emotional Regulation, les personnes capables de distinguer ce qu'elles contrôlent et ce qu'elles ne contrôlent pas réduisent leur anxiété relationnelle de 49% et vivent des relations plus stables et plus saines. En clair, le calme commence le jour où tu arrêtes de te battre contre ce qui ne t'appartient pas. Point numéro 2. Ne pas réagir à chaud. Laisser passer l'émotion avant de répondre. C'est comme toucher une plaque brûlante. Si tu la saisis avec les mains nues, tu te blesses immédiatement. Mais si tu attends quelques secondes, tout redevient maîtrisable. En amour, les émotions brûlantes fonctionnent pareil. Réagir à chaud te brûle presque toujours. Ne pas réagir à chaud, ce n'est pas se taire pour fuir le conflit. C'est laisser à ton système émotionnel juste assez de temps pour redescendre. 30 secondes, 1 minute, 10 minutes, parfois 1 heure. Parce qu'une réponse donnée dans le feu de l'émotion n'est jamais une réponse, c'est une réaction. Et les réactions impulsives créent des mots qu'on regrette, des attaques inutiles, des tensions qui auraient pu être évitées, des conflits disproportionnés, ou pire, des ruptures émotionnelles. Le stoïcisme t'apprend que la maîtrise n'est pas dans la froideur, mais dans la temporisation. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu as envoyé un message trop vite. Un reproche, une pique, une phrase blessante. Et quelques minutes plus tard, tu pensais « Si j'avais attendu un peu, je n'aurais jamais dit ça. » L'émotion parlait à ta place, pas toi. Selon une étude publiée dans le Journal of Emotional Regulation, le simple fait d'attendre 90 secondes avant de répondre réduit de 60% l'intensité d'une réaction impulsive, car c'est le temps nécessaire pour que la vague émotionnelle commence à redescendre. En clair, un cœur calme répond mieux qu'un cœur en feu. Et cette pause est l'une des plus grandes forces du stoïcisme en amour. Point numéro 3. Cultiver le détachement sain. C'est comme tenir un oiseau dans ta main. Si tu le serres trop fort, tu l'étouffes. Et si tu ouvres trop grand, il s'envole. Le détachement sain, c'est cette main ouverte mais présente. Tu es là, mais tu ne t'accroches pas au point de perdre ton équilibre. Cultiver le détachement sain, ce n'est pas aimer moins. Ce n'est pas devenir froid ou indifférent c'est aimer sans se perdre. C'est se rappeler que tu ne possèdes pas l'autre, tu n'as pas besoin de tout contrôler. Ton bonheur ne dépend pas de chaque message ou attitude. L'autre a le droit d'avoir sa vie, ses humeurs, ses moments. Le détachement sain, c'est être bien avec l'autre, mais aussi bien sans lui.
C'est arrêter de paniquer au moindre silence. C'est arrêter de t'effondrer à la moindre distance. C'est laisser la relation respirer au lieu de l'étouffer. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui crée une relation plus stable, plus sereine et plus attirante. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où, à un moment, tu étais tellement accroché émotionnellement que chaque petit signe te perturbait. Un message tardif, une réponse froide, un changement de ton. Tu vivais dans la réaction. Et puis, un jour, dans une autre relation ou à un autre moment de ta vie, tu étais plus centré, plus occupé, plus ancré, et tu te rendais compte que rien ne t'atteignait autant. Tu étais bien, tu ne contrôlais rien, mais tu ne perdais rien non plus. C'est ça, le détachement sain. Selon une étude publiée dans le Journal of Relationship Science, les personnes capables de pratiquer le détachement sain réduisent leur anxiété amoureuse de 52% et augmentent leur satisfaction relationnelle de 43%, car elles ne vivent plus dans la dépendance mais dans la stabilité intérieure. En clair, aimer, oui, mais se perdre, jamais. Point numéro 4. Accepter que l'autre n'est pas responsable de ton bonheur. C'est comme confier les clés de ta maison intérieure à quelqu'un d'autre. Tant que l'autre est présent, tout va bien. Mais dès qu'il s'éloigne, tu te retrouves sans toi, sans chaleur, sans sécurité. En amour, beaucoup souffrent parce qu'ils attendent de l'autre qu'il les remplisse, les sauve, les rassure, les valide. Mais le stoïcisme t'apprend d'une chose essentielle, ton bonheur est ton territoire. Accepter que l'autre n'est pas responsable de ton bonheur, ce n'est pas devenir égoïste ou distant. C'est comprendre que ce n'est pas à ton partenaire de combler tes manques, ce n'est pas à lui de réparer tes blessures, ce n'est pas à lui de porter ton passé, ce n'est pas à lui de t'apporter la paix intérieure que tu refuses de construire toi-même. L'autre peut contribuer à ton bonheur, oui, mais il ne peut pas en être la source. Plus tu demandes à quelqu'un d'être tout, plus tu le perds, et plus tu te perds toi-même. Les couples les plus stables sont ceux où chacun arrive déjà rempli, pas en attente d'être complété. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu attendais trop. Trop d'attention, trop de messages, trop de validation, trop de réassurance. Et plus tu attendais, plus tu souffrais. Parce que tu avais mis ton bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, au lieu de le garder dans les tiennes. Puis un jour, dans un moment de force, de travail sur toi ou d'évolution personnelle, tu as senti que tu pouvais être bien même sans l'autre. Et là, tout a changé. Tu aimais par choix, pas par besoin. Selon une étude publiée dans le Journal of Positive Psychology, les personnes qui basent leur bonheur sur elles-mêmes et non sur leur partenaire ont 58% de satisfaction relationnelle en plus, car elles évitent la dépendance émotionnelle et les attentes irréalistes. En clair, ton bonheur c'est ton œuvre, et c'est précisément ce qui te rend plus fort et plus stable, et paradoxalement plus attirant. Point numéro 5. Remplacer les attentes par des préférences. C'est comme marcher sur un pont en verre. Plus tu avances avec la certitude que rien ne doit bouger, plus tu trembles à chaque pas. En amour, les attentes rigides créent exactement ce stress-là. Tu veux que l'autre se comporte d'une certaine manière, et dès qu'il ne le fait pas, tu souffres. Le stoïcisme propose autre chose, remplacer les attentes par des préférences. Une préférence, c'est « j'aimerais qu'il, elle m'écrive rapidement ». Une attente, c'est « il, elle doit m'écrire rapidement ». Une préférence laisse respirer. Une attente enferme. Les préférences te permettent d'aimer librement. Les attentes te rendent dépendant et émotionnellement. Quand tu remplaces tes attentes par des préférences, tu deviens plus flexible, plus calme, moins réactif, Tu apprécies ce que l'autre fait, au lieu de t'énerver pour ce qu'il ne fait pas. Tu es en paix, car tu ne construis plus ton bien-être sur des comportements que tu ne contrôles pas. Et paradoxalement, ça améliore la relation. L'autre ne se sent plus sous pression, il se sent choisi, pas exigé. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où une attente non respectée a déclenché un tsunami. Tu voulais un message, une attention, une explication. Et comme ça n'est pas venu comme tu le voulais, au moment que tu voulais, tu t'es senti blessé et rejeté et trahi et... Alors qu'en réalité, c'était juste une attente trop rigide qui te faisait souffrir. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, les personnes qui transforment leurs attentes en préférences réduisent de 53% leurs conflits relationnels et augmentent drastiquement leur stabilité émotionnelle. En clair, moins tu exigeras, plus tu t'apaises, et plus tu t'apaises, mieux tu aimes. Point numéro 6. Se concentrer sur ses propres actions plutôt que sur celles de l'autre.
C'est comme conduire ta voiture en fixant constamment celle des autres. Tu dérapes, tu stresses, tu perds le contrôle. Et au final, tu risques l'accident. En amour, beaucoup vivent comme ça, les yeux rivés sur ce que l'autre fait, pense, dit, ressent, au lieu de se concentrer sur ce qui elles peuvent maîtriser. Se concentrer sur tes propres actions, c'est comprendre que tu ne peux pas contrôler les efforts de l'autre, mais tu peux contrôler les tiens. Tu ne peux pas décider de son humeur, mais tu peux décider de ta réponse. Tu ne peux pas changer sa manière d'aimer, mais tu peux améliorer la tienne. Quand tu bascules ton attention sur toi, tu récupères instantanément ton pouvoir émotionnel. Tu deviens moins anxieuse, moins réactif, moins dépendant. Tu construis une relation sur ce que tu maîtrises, ta franchise, ta bienveillance, ta stabilité, tes limites, et non sur ce que l'autre devrait faire. Et étonnamment, quand tu arrêtes d'observer l'autre comme un microscope, il se sent mieux, plus libre, plus ouvert, et la relation se renforce. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu passais ton temps à analyser. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il n'a pas répondu? Pourquoi il agit comme ça? Et plus tu analysais l'autre, plus tu te sentais mal. Puis un jour, tu t'es recentré sur toi. Qu'est-ce que moi je veux? Comment moi je communique? Qu'est-ce qui dépend de moi? Et tout est devenu plus simple, plus clair, plus léger. Selon une étude publiée dans le Journal of Emotional Intelligence, les personnes focalisées sur leurs propres actions développent 2 fois plus de stabilité émotionnelle en couple et ressentent 40 et 1% de stress relationnel en moins. En clair, tu ne peux pas piloter 2 voitures en même temps. Mais en contrôlant la tienne, tu évites 90% des accidents émotionnels. Point numéro 7. Renforcer sa stabilité intérieure. Méditation, respiration, réflexion. C'est comme construire une maison sur un sol solide. Peu importe la tempête, les vents ou la pluie, elle reste debout. En amour, ta stabilité intérieure, c'est ce sol. Sans elle, chaque message, chaque silence, chaque changement de ton peut te secouer. Avec elle, rien ne te fait perdre ton centre. Renforcer ta stabilité intérieure, ce n'est pas se couper des émotions. C'est apprendre à revenir à toi, à ton calme, à ta clarté. La méditation t'aide à observer tes pensées sans te laisser emporter. La respiration profonde t'empêche d'exploser sous l'instant. La réflexion te permet de comprendre avant d'agir. Ces pratiques apaisent ton système nerveux, réduisent la réactivité et t'aident à rester serein, même quand la relation devient intense ou incertaine. Plus tu es ancré et moins tu te laisses emporter. Moins tu te laisses emporter, plus tes relations deviennent saines, fluides et équilibrées. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où, un jour où tu étais fatigué ou stressé le moindre message te blessait, la moindre distance t'inquiétait, la moindre remarque te touchait au cœur. Et à l'inverse, dans une période où tu te sentais bien, centré reposé tu encaissais tout avec calme. Le problème n'était pas l'autre, c'était ta stabilité intérieure. Selon une étude publiée dans le Journal of Mindfulness, la méditation régulière réduit de 50% la réactivité émotionnelle et les exercices de respiration diminuent l'anxiété relationnelle de 40%. En clair, plus tu cultives ton calme intérieur, plus tu deviens fort et stable et maître de ton monde émotionnel. Point numéro 8. Pratiquer la gratitude plutôt que la comparaison ou la projection. C'est comme regarder un jardin. Si tu passes ton temps à comparer tes fleurs à celles du voisin, tu ne verras jamais la beauté de ce que tu as déjà. En amour, c'est pareil. La comparaison et la projection détruisent, tandis que la gratitude construit. Pratiquer la gratitude, ce n'est pas ignorer les problèmes ou accepter l'inacceptable. C'est choisir de voir ce qui va bien au lieu de ne regarder que ce qui manque. La comparaison. Les couples des autres sont plus heureux. Il n'est pas comme mon ex. Je mérite mieux. Crée de la frustration et de la douleur. La projection. Il devrait être comme si. Il devrait réagir comme ça. Il devrait changer. Crée des attentes irréalistes. La gratitude, elle, calme tout. Tu apprécies les qualités de l'autre. Tu reconnais les efforts. Tu valorises les moments simples. Tu nourris la relation au lieu de la critiquer. Le stoïcisme enseigne que le bonheur vient moins de ce qu'on possède, que de la façon dont on regarde ce qu'on possède. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu te focalisais sur ce que l'autre ne faisait pas. Pas assez de messages, pas assez d'attention, pas assez expressif. Et plus tu voyais le manque, plus tu étais mal. Puis un jour, tu as commencé à remarquer les choses positives. Une attention, un geste, un moment partagé.
Et instantanément, ton cœur s'est apaisé. Parce que ce que tu regardes, tu le ressens. Selon une étude publiée dans le Journal of Positive Psychology, les couples qui pratiquent régulièrement la gratitude augmentent leur satisfaction relationnelle de 47% et réduisent les conflits de 32%. En clair, la gratitude n'est pas naïve. C'est une force émotionnelle qui transforme ta manière d'aimer. Point numéro 9. Ne pas dramatiser. Voir les problèmes tels qu'ils sont, pas pires qu'ils sont. C'est comme regarder une ombre la nuit. De loin, elle semble immense, menaçante. Mais quand tu t'approches, tu réalises que ce n'était qu'un petit objet éclairé au mauvais angle. En amour, c'est pareil. Quand l'émotion prend le dessus, le moindre problème paraît beaucoup plus grave qu'il ne l'est vraiment. Ne pas dramatiser, ce n'est pas minimiser les problèmes. C'est refuser de leur donner une taille qu'ils n'ont pas. Le stoïcisme t'apprend à respirer avant d'interpréter, décrire les faits sans les amplifier, éviter les conclusions catastrophiques, séparer l'émotion de la réalité, voir clairement au lieu d'imaginer le pire. Quand tu dramatises, tu crées un film dans ta tête. Il ne répond pas, donc il ne m'aime plus. Il est distant aujourd'hui, donc c'est la fin. On s'est disputé, donc on va se séparer. Ce film n'existe pas. C'est ton esprit sous tension qui invente des scénarios tragiques pour donner un sens à l'incertitude. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où un petit détail t'a complètement chamboulé. Un message plus court que d'habitude, une réponse tardive, un ton différent. Et tout de suite, tu imaginais le pire. Puis plus tard, tu te rendais compte que tout allait bien. Ce n'était pas un problème réel, juste une interprétation émotionnelle. Selon une étude publiée dans le Journal of Cognitive Therapy, les personnes qui dramatisent ont 3 fois plus de conflits inutiles, car leur cerveau amplifie les signaux négatifs et filtre les signaux rassurants. En clair, voir les choses comme elles sont, et non comme ton anxiété te les montre, c'est sauver ton cœur et ton couple de tempêtes imaginaires. Point numéro 10. Travailler l'acceptation. L'amour implique l'incertitude, et c'est normal. C'est comme naviguer sur un bateau. Même avec le meilleur capitaine, la meilleure carte et la mer la plus calme, tu ne contrôles jamais totalement la météo. L'amour fonctionne exactement pareil. Tu ne peux pas tout prédire, tout contrôler, tout garantir, et accepter cette part d'incertitude. C'est ça, la vraie liberté émotionnelle. Travailler l'acceptation, ce n'est pas renoncer ou se résigner. C'est comprendre que tu ne peux jamais être sûr et à 100% de l'avenir. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à rester. Tu ne peux pas éviter tous les risques. Tu ne peux pas vivre une relation sans vulnérabilité. Tu ne peux pas aimer sans laisser une partie de ton cœur entre les mains de l'autre. L'amour implique toujours une zone d'inconnu. Toujours. Et plus tu essaies de supprimer cette incertitude, plus tu crées de l'angoisse, du contrôle, de la dépendance. Et tu détruis ce que tu essaies de protéger. Le stoïcisme t'apprend au contraire à aimer malgré l'incertitude, pas contre elle. À avancer avec confiance, pas avec peur. À laisser vivre la relation, au lieu de la serrer trop fort. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu voulais tant être rassuré et tant être sûr et de l'avenir, tant éviter d'être blessé et que tu te mettais une pression énorme et tu en mettais aussi à l'autre. Et paradoxalement, plus tu cherchais la certitude, plus tu étais anxieuse. Puis un jour, peut-être dans une période de calme intérieur, tu as accepté cette idée simple « je ne peux pas tout maîtriser, et c'est ok ». Et soudain, tout est devenu plus léger. L'amour n'était plus une lutte, c'était une expérience. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, les couples qui acceptent l'incertitude naturelle de la relation ont 62% plus de satisfaction et 50% moins d'anxiété, car ils ne cherchent plus à contrôler l'autre, mais à profiter du présent ensemble. En clair, aimer, ce n'est pas éliminer le risque, c'est avancer avec quelqu'un, malgré le risque. Point numéro 11. Rester aligné sur ses valeurs, même en pleine tempête émotionnelle. C'est comme tenir une lanterne en plein ouragan. Le vent te secoue, la pluie te fouette le visage, tout autour de toi vacille. Mais si tu protèges la flamme, elle reste allumée. En amour, cette flamme, ce sont tes valeurs. Et rester aligné et à elle, même quand l'émotion te bouscule, c'est l'essence même du stoïcisme. Rester aligné et ce n'est pas toujours facile. Quand la colère monte, tu veux répondre plus fort. Quand la peur monte, tu veux contrôler. Quand la blessure monte, tu veux attaquer ou fuir. Mais les valeurs te ramènent à un cap intérieur. La dignité, le respect, l'honnêteté, la patience, la loyauté, la bienveillance, la maîtrise de soi.
Ce sont elles qui te montrent qui tu veux être, pas ce que tu ressens dans l'instant. Les émotions passent, tes valeurs restent, et plus tu es fidèle à ces valeurs, plus tu deviens stable, fiable, solide dans ta relation, mais surtout solide pour toi-même. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où une dispute, un silence ou un manque t'a poussé à agir contre tes propres principes. Écrire un message que tu regrettes, dire des mots que tu ne penses pas, menacer de partir alors que ce n'est pas vrai. Et après coup, tu t'es senti mal, pas à cause de l'autre, mais parce que tu t'étais éloigné de qui tu es vraiment. Et tu t'es aussi souvenu d'un autre moment où, malgré l'émotion, tu étais resté calme, digne, aligné. Et là, tu t'es senti fort, fier, en paix. C'est précisément ce que crée l'alignement. Selon une étude publiée dans le Journal of Moral Psychology, les personnes qui restent alignées avec leurs valeurs en situation de stress diminuent leurs regrets émotionnels de 70% et améliorent la qualité de leurs interactions relationnelles de 45%. En clair, tes valeurs, ce sont tes ancres. Quand la tempête arrive, ce n'est pas l'amour qui te sauve, c'est ta capacité à rester fidèle à toi-même. Point numéro 12. Apprendre à prendre du recul. Au lieu de prendre tout personnellement, c'est comme entendre un orage au loin. Si tu crois que chaque coup de tonnerre t'est destiné, tu vis dans la peur. Mais si tu réalises que la tempête ne tourne pas autour de toi, tu te détends. En amour, c'est pareil. Tout ne parle pas de toi, tout ne vise pas ton cœur, tout ne te remet pas en question. Prendre du recul, c'est comprendre que l'autre peut être stressé sans que tu en sois la cause. L'autre peut être distant sans ne plus t'aimer. L'autre peut être froid parce qu'il a passé une mauvaise journée. L'autre peut être silencieux parce qu'il réfléchit. L'autre peut douter de lui, pas de toi. Quand tu prends tout personnellement, tu transformes les faits en attaques. Tu crées une douleur qui n'existe pas. Tu te mets en position d'insécurité permanente. Et tu rends l'autre responsable d'émotions qui ne dépendent pas de lui. Prendre du recul, c'est respirer avant d'interpréter. C'est regarder la situation objectivement. C'est se dire « Attends, si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec moi. » Et 9 fois sur 10, c'est vrai. L'autre vit son monde intérieur, comme toi tu vis le tien. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où un simple message court ou un ton un peu différent t'a blessé et tu t'es imaginé le pire. Tu t'es senti rejeté. Puis plus tard, tu as compris que ça n'avait rien à voir avec toi. Elle était fatiguée et stressée et préoccupée. Et tu t'es rendu compte que ta douleur venait de ton interprétation, pas du réel. Ce moment-là t'a montré que le recul, c'est de la liberté émotionnelle. Selon une étude publiée dans le Journal of Cognitive Behavioral Research, les personnes capables de dissocier les faits de leur interprétation réduisent de 65% leur anxiété relationnelle et améliorent de 48% leur communication. En clair, tout ne tourne pas autour de toi. Et comprendre ça te libère plus que tu ne peux l'imaginer. Point numéro 13. Savoir laisser partir ce qui ne dépend pas de toi. C'est comme tenir du sable dans ta main. Plus tu serres fort, plus il s'échappe entre tes doigts. Mais si tu ouvres la main, il reste. En amour, c'est pareil. Ce que tu tentes de retenir par peur finit souvent par te glisser entre les doigts. Le stoïcisme t'apprend une vérité essentielle. Certaines choses ne t'appartiennent pas, et les retenir ne fait que t'abîmer. Laisser partir, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas renoncer à l'amour. C'est reconnaître que tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à changer. Tu ne peux pas retenir quelqu'un qui s'éloigne. Tu ne peux pas contrôler les choix, les envies, les blessures de l'autre. Tu ne peux pas sauver une relation que l'autre ne nourrit plus. Parfois, tu peux tout donner. Et malgré ça, l'autre ne reste pas. Pas parce que tu es insuffisant, mais parce que chacun suit son propre chemin, ses propres cycles, ses propres blessures. Savoir laisser partir, c'est choisir la dignité plutôt que l'attachement aveugle. C'est choisir ta paix plutôt que la lutte. C'est accepter qu'il vaut mieux perdre ce qui ne t'appartient pas, que te perdre toi-même en essayant de le garder. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu t'accrochais à quelqu'un qui ne répondait plus de la même manière. Tu envoyais plus de messages, tu faisais plus d'efforts. Tu essayais de relancer quelque chose qui, au fond, était déjà en train de s'éteindre. Et plus tu t'accrochais, plus ça te faisait mal. Et puis, dans un moment de lucidité, tu as lâché prise. Pas par faiblesse, mais par respect pour toi. Et là, tu as respiré à nouveau. Selon une étude publiée dans le Journal of Emotional Well-Being, les personnes capables d'accepter la fin d'une relation ou la distance de l'autre augmentent leur résilience émotionnelle de 70% et se rétablissent 2 fois plus vite que celles qui s'accrochent à ce qui ne dépend pas d'elles. En clair, parfois, la plus grande preuve de force, c'est de laisser partir ce qui n'est plus fait pour toi.